avec grandautomobile.fr sur Maxi Martinique tous les vendredis soirs à 19h, vous le savez maintenant. Nous sommes à l'hôtel Batelière et vous êtes avec les expertes et les experts automoto de la bande AJM. On peut s'applaudir bien fort. Pourquoi pas, après tout, faire un peu de gloriole personnel, c'est pas mal. Merci à Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, expert en crédit automoto. Et merci à Joe Magazine, le magazine dédié à la joaillerie et l'horlogerie de luxe et à l'art de vivre aux Antilles, Guyane. Ça tombe bien, on en parlait la semaine dernière de l'art de vivre aux Antilles. Et ben voilà, on y arrive aussi avec Joe Magazine. Et nous avons le plaisir de vous proposer dans un instant, grâce à toutes les chroniqueuses et chroniqueurs, sans doute la meilleure émission automoto depuis les débuts et la fin de l'ORTF, et ce, grâce à Éléonore Théodose, on peut l'applaudir bien fort. Vanille Lemouliec, on peut l'applaudir aussi très fort. Pour une fois, je mets un homme avant une femme volontairement, exprès pour l'embêter. Jimmy Thomer. Yes, bonsoir avant Andrea Tifano, qu'on peut applaudir bien fort, qui nous en revient des Hauts de Fort-de-France. Ah, tu vois, tu me coupes la parole, tu m'as pas laissé parler. J'écoute. Des Hauts de Fort-de-France. Voilà. Alors, ce soir, donc grâce à Éléonore Théodose, nous recevons un lieu passionnant et très intéressant, le Patio 19, café culturel et coworking. On note le petit jeu de mots passionnant, Patio 19. T'as vu, mais c'est un mec, ça réfléchit. On réfléchit un peu les mecs de temps en temps, ça nous arrive quand même. Donc, grâce à Éléonore, on aura sur le plateau 2 invités, on peut en parler. Tu peux nous dire qui est invité ce soir? Nous recevons, c'est pas juste le Patio 19, c'est bien plus. Parce que là, tu l'as annoncé, il y a plein d'activités dans ce lieu, mais on peut se demander qui est à l'origine du projet. On le verra dans un instant. De quel projet on parle? Parce que ce n'est pas seulement un lieu de fête. Ouais. On voit venir la famille, je te regarde. Ouais. Mais c'est surtout, mais c'est surtout toi qu'on regarde, Éléonore. J'ai expliqué surtout pourquoi Patio 19. Pourquoi Patio 19, mais on verra ça tout à l'heure. Et puis au-delà du Patio 19, qu'est-ce qu'il y a derrière l'association Habité? Exactement, même si on entend un petit peu parler, et puis pour les connaisseurs, ça va un petit peu de quoi on parle. Andrea Tufano nous parlera de trafic de compteurs sur les voitures. Enfin, quelqu'un qui nous remet sur notre secteur automoto. Heureusement que là, merci Andrea. J'avais même oublié que c'était une émission automoto. Mais c'est fou ça, hein. C'est pas du tout dans votre contrat. Votre contrat, c'est parler d'automoto au départ. Heureusement qu'Andrea est là quand même. Moi, je sais pas. Hein. Mais il n'y a pas qu'Andrea, parce qu'ils se sont téléphonés dans la semaine avec Jimmy Thomer, et lui il reçoit Patrice Hilaire tout à l'heure, qui est champion de Run 2022 en Guadeloupe, infirmier de profession. Alors la semaine dernière on a une puéricultrice, là on a un infirmier, la semaine prochaine on aura un chirurgien, et puis le coup d'après on verra. Sûrement, tout à fait. Ouais, parce que c'est important. On a dit qu'on tournait autour du truc économique et social. C'est le début d'émission, il chauffe ses blagues, je suis désolé. T'as vu ça un peu? Non, mais c'est parce que c'est mon coach personnel qui me coach. Et voilà, il a du boulot. Il a du boulot. Il y a encore une marge. Disons que quand on est à l'EHPAD toute la semaine, c'est compliqué. On fait un petit clin d'œil à Muriel Bédot qu'on a reçu la semaine dernière, n'est-ce pas, coach? Voilà, exactement, coach mental. Donc j'en ai eu besoin, elle m'a coaché et tout va mieux d'ailleurs depuis un certain temps. Ça se voit. Je vois Andrea brune aux yeux verts, Éléonore verte aux yeux rouges, enfin tout va bien. Je suis heureux. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce petit programme là qui a l'air sympathique quand même? Oui. Est-ce qu'on laisse la parole à Éléonore? Oui, ça serait bien. Allez, ça serait bien parce qu'il me reste 5 minutes, donc il y a pas beaucoup de... Alors le rire que l'on entend, les deux rires, il y a un rire féminin et un rire masculin, et je vais vous donner les noms, c'est Lauriane Jacques et David Foncu Berta, je ne sais pas comment on dit. Pourtant je ne parle pas un mot d'espagnol. Alors c'est intéressant parce que vous êtes tous les deux très complémentaires et surtout vous êtes liés par une passion à l'origine qui est l'architecture. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire d'où vous venez tous les deux? Bon, comme tu as dit, je suis espagnol, oui. Bon, je suis David Foncuberta, je suis espagnol, je suis d'Alicante à l'origine. Et bon, ça fait déjà 5 ans que je suis ici à Martinique. Et toi, Lauriane? Jacques Lauriane, je suis architecte diplômée d'État. Et ça fait 1 an et demi que je suis revenue en Martinique après mes études d'architecture et je suis venue faire mon stage au Patio 19 avec David et Raphaël. Et depuis, je suis restée au Patio. Et Léonore, quelles sont les mauvaises langues qui disent que les jeunes Antillais ne reviennent pas aux Antilles? C'est faux, la preuve? Mais on ne dit pas ça. Non, j'ai pas dit toi, mais je dis il y a des mauvaises langues qui disent. Après, il faut avoir des projets pour pouvoir revenir, il faut se créer les projets, ne pas avoir peur, parce que là, on partait sur quelque chose de très original, n'est-ce pas? C'est spécifique, ce que vous faites. Oui, voilà, c'est vrai que on fait beaucoup des activités, comme on parlait avant, et le Patio, c'est pas seulement un espace de fête, c'est aussi un espace culturel, donc on essaye de développer la valorisation de l'architecture et le patrimoine martiniquais. On a notre cabinet d'architecture, on est architecte aussi, et
Et aussi, on fait toute l'activité culturelle, on va dire, plutôt des soirées du Patio 19, et avec toutes les actions qu'il y a aussi de l'espace public, non? Que c'est l'action que c'est plus connue maintenant, que c'est Vandamville. Mais vous auriez pu vous satisfaire d'une activité, là je regarde Lauriane en se disant, moi je veux juste être architecte. Vous avez quand même eu cette envie d'enrichir et puis de se dire, on va réunir les générations, réunir les cultures, on va mettre aussi de la musique, on va parler d'art ensuite. Vous étiez vraiment unis par cette volonté tous les deux? Oui, mais Fort-de-France nous a permis de nous épanouir. En fait, on est des amoureux de Fort-de-France. Moi, je suis foyalaise, donc c'est dans mon sang, c'est dans mon corps. Normal, jusque-là. Donc voilà, mais Fort-de-France a été vraiment un lieu où on a eu envie de s'investir et de donner de nous-mêmes et de permettre aussi aux personnes de s'approprier l'architecture, de démocratiser cette architecture et aussi d'avoir un lieu où on peut tous se rencontrer sans forcément qu'il y ait de classe ou de différence et d'avoir un lieu où tout le monde peut se réunir, on peut parler de tout et de rien, surtout d'architecture, enfin on aimerait bien. Mais c'est Fort-de-France qui nous a unis et qui nous unit encore aujourd'hui et qui nous pousse dans nos actions. Je trouve que c'est plutôt réussi ce mélange de culture et d'horizon pour le coup dans ce lieu parce que en effet on rencontre des personnes de tout horizon et justement c'est vraiment un des seuls lieux où on peut communiquer avec ces personnes mais en effet il y a quand même un sujet alors pas forcément que lié à l'architecture, mais culturel commun des personnes qui viennent en général, qui ont quand même un intérêt pour l'art au sens large. Les gens se reconnaissent, tu veux dire, c'est ça? Et comment? Les gens se reconnaissent quand ils arrivent dans le lieu. Oui, en fait, toujours on rencontre quelqu'un de nouveau. Pour tout vous dire, la comédienne que j'ai invitée la semaine dernière, donc Audrey, je l'ai rencontrée au Patio 19. Et en fait, c'est... L'anecdote est drôle, parce qu'on était au Patio 19 ensemble et elle m'a dit « J'ai mon invité de la semaine prochaine. » Moi, j'ai fait encore mieux. J'ai fait le Patio 19. Carrément. La vieille compétition. Mais non, mais c'est fou parce qu'en fait, justement, on rencontre des personnes avec qui on peut discuter. Et ça fait plaisir parce que c'est des personnes qu'on revoit après et avec qui on a un lien. Et c'est vraiment plaisant, je trouve. Alors, je reviens sur le côté architecture. Je cite, vous dites que la véritable pénurie de l'habitat ne démarre pourtant pas d'un manque de logement. Elle repose sur le fait que les mortels doivent réapprendre à habiter. Ce mot habiter, on le retrouve dans habiter avec votre orthographe qui est différente. Pour vous, c'est vraiment la conscientisation que l'habitat doit être transformé avec toutes les exigences que l'on a maintenant, les prérogatives environnementales bien sûr, et puis le mieux vivre ensemble. Voilà. Mais c'est vrai que pour nous, c'était très important. Nous sommes architectes, mais on fait de l'habitat. On fait toutes les choses qui sont à côté de l'architecture et qui sortent de là sur la sociologie, l'anthropologie, l'espace public, et les vivre ensemble, comme tu disais. Et c'est pour ça que on sort de notre bureau. En ce qu'on avait très clair au début, quand Raphaël et moi, on cherchait des bureaux pour faire à Fort-de-France, c'était que notre bureau devrait être ouvert, que ça devrait être avec un vitre, comme on a dans notre bureau, et que tout le monde pourrait regarder comment un architecte travaille. Et aussi sortir dans la rue. C'est très important que l'architecte soit toujours dans la rue pour voir comment les gens se relationnent, comment sont les modes de vie. Et en plus, nous, qu'on a ouvert au milieu de la pandémie, notre cabinet d'architecture, on a vu comment on est en train de changer aussi différentes habitudes et différentes rencontres dans l'espace public, non? Et c'est pour ça que aussi le projet Vandamville, c'était très intéressant. Et le projet Vandamville, c'est 2 ans depuis maintenant, donc il reste encore beaucoup de choses. Et voilà, c'est ça. Et pour nous, c'est plus important l'habitat que l'architecture quand même. Alors Lauriane, tu disais que toi, tu aimais, parce que c'est dans ton sang, tu le vis, tu es né ici, il y a une certaine logique avec ce retour au pays. Toi, comment tu as perçu la Martinique quand tu es arrivé? Comment s'est passé ce coup de foudre? Pour moi, David, c'est vrai que je suis arrivé ici par hasard. J'habitais avant à Dakar, oui. J'habitais à Dakar et Raphaël, mon accompagnant, il m'a dit de venir ici. On est arrivé et c'est vrai que c'était un coup de cœur au début de voir ces mélanges d'architecture et de voir comment il y avait une caractéristique de l'architecture très tropicale, très caribéenne, qu'on peut voir aussi à Dakar, qu'on peut voir à Cuba, qu'on peut voir à Quito, etc. Et pour nous, au début, je me rappelle
rappelle très bien quand on est touché un jour à la porte et on a dit on voudrait faire notre bureau d'architecture au centre-ville de Fort-de-France et tout le monde, même la mairie, nous disait non, mais ici c'est pas possible et jamais vous allez avoir des clients. Et c'était tout le contraire maintenant, non? Et on doit remercier qu'on a des boulots, on a beaucoup de projets et si on n'a pas, on l'invente. Parce que nous sommes dans la création, de créer aussi des projets, de faire aussi notre militantisme et notre activisme architectural. Et Lauriane, tu as vu l'évolution de Fort-de-France. Tu vois la potentialité de ta ville quand tu travailles et que tu vois tout ce qui s'ouvre à présent? Oui, totalement. Entre le moment où je suis partie faire mes études et le moment où je suis revenue, Fort-de-France, il y a eu un grand boom en termes culturels. Il y a davantage de lieux culturels, il y a davantage de lieux où sortir la nuit aussi. Enfin, ça m'a l'air moins difficile de sortir en tant que femme, enfin de sortir la nuit à Fort-de-France, de s'amuser. C'est vraiment, il y a eu un grand changement. Et après, je pense que le fait d'avoir fait mes études d'archi, j'ai eu aussi une autre perception de ma ville. Et habiter aussi m'a permis d'avoir une autre perception de ma ville, de voir l'architecture, en fait, de tout simplement lever les yeux. Qui lève les yeux à Fort-de-France? Je pense pas grand monde, parce qu'on est tous centrés sur les magasins, on fait nos affaires. Et en fait, si on lève les yeux à Fort-de-France, on voit énormément de belles choses. Il y a des richesses. Énormément. Et c'est beau, quoi. Alors, Éléonore, juste une petite chose. Je voudrais que les auditrices et les auditeurs comprennent bien ce qui se passe concrètement avec vous, finalement. Hein. C'est qu'en fait, vous faites vraiment une réhabilitation d'un logement ou d'un immeuble que vous auriez trouvé, avec qui vous auriez passé un accord avec un propriétaire, par exemple, et vous le réhabilitez totalement. C'est ce que disait un peu Éléonore en début d'intervention. C'est d'abord une réhabilitation, c'est-à-dire que l'immeuble est remis aux normes. Bon, c'est vrai que la maison qu'on a pris pour les Patio 19, c'était avant la maison en F, donc, mais il a été abandonné pendant quelques années entre nous deux. Et c'est vrai, mais qu'il y avait déjà à la maison, il avait un esprit culturel et d'art. Donc, elle avait une âme finalement. Oui, on s'entend très bien avec Anef, avec Frédéric, avec toute l'équipe, avec la station culturelle, etc. Et donc, il avait déjà quelque chose à l'intérieur de la maison. C'est seulement que nous, on l'a donné notre touche architecturale plutôt qu'artistique. Et pour créer un espace d'exposition, un bureau et aussi on a un coworking où il y a différentes associations culturelles du patrimoine. Alors en parlant de valorisation, revalorisation et redécouverte de nos richesses de patrimoine, tu évoquais tout à l'heure, David, Vendanville, qui est un projet bien ancré à présent. Puisqu'il y a eu un très beau lancement. Oui, il y a eu un très bon lancement. On est un peu mort de succès. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a plein de monde dans la rue. Ouais. Mais c'est bien d'essayer. C'est un projet Vendanville assez large. C'est vraiment un projet qui veut valoriser toute l'architecture traditionnelle bioclimatique. Et donc, les cours intérieurs, les toits terrasses et les séquences urbaines. Les séquences urbaines, c'est les morceaux d'espace public, etc. Donc, on a tout un projet on a lancé en janvier un appel à candidature de porteurs de projets. Il y a plus de 16 porteurs de Fort-de-France de centre-ville qui sont candidatés. On a déjà fait la sélection, donc on salue à tous les sélectionnés. Et aussi, on a fait un appel à candidats d'architectes martiniquais qui sont ailleurs dans le monde et qui sont en train de faire l'architecture ailleurs et qui ne sont pas eu peut-être l'opportunité de travailler au pays, à Fort-de-France. De pouvoir faire comme Lauriane et revenir. Et on vient de sélectionner hier. On n'a pas encore envoyé les mails pour les dire qui sont sélectionnés, mais on est hyper content parce qu'on a reçu plus de 14 candidatures. Et voilà, la première intervention, c'était un projet international et de ces séquences européennes que c'est la rue Garnier-Payès. Et on a fait une péatonalisation éphémère pendant un mois, simplement. Et on a fait, pour l'instant, un fresque au sol. Et c'était un projet participatif avec tous les voisins, tous les commerçants, riverains. Ouais. Donc ça a vraiment intégré démocratiquement les personnes qui vivent dans le lieu. Et depuis janvier, on a fait des réunions avec tous les voisins, commerçants et riverains pour décider finalement c'est quoi les projets qu'on voudrait. Et
on a décidé aussi combien de temps on va péatonaliser la rue Garnier-Payès, c'est jusqu'à le 15 avril. On a décidé c'est quoi les mots qu'il a écrit. Alors justement, je ne sais pas si vous étiez au courant, moi j'ai appris ça, et je ne sais pas, je me retourne vers les autres chroniqueurs. Si vous avez déjà vu la rue, elle est multicolore, on a l'impression que c'est des formes géométriques, mais vu du ciel, si on a la chance d'avoir comme notre réalisatrice quelque chose qui s'élève pour prendre des photos, eh bien on s'aperçoit que ce sont des lettres et ça signifie horizon. C'est l'horizon en créole et après il écrit en noyer ensemble. C'était le message que tous les voisins de la rue, on a décidé Je trouve ça très émouvant. Pour donner un message au monde et à la Martinique et à Fort-de-France et entre nous aussi. On regrette un peu que ça soit éphémère. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. En fait, moi, je savais pas, et tu viens de dire, ça finit le 15 avril. Mais ça veut dire quoi après ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Nous, on va ouvrir la rue aux voitures et à tout le monde. Donc ça va s'effacer au fur et à mesure, en fait. C'est le parfait lien avec l'émission, parce qu'on dit toujours que là, en ce moment, on parle d'art, d'histoire, on a des chanteurs. Il faut raccrocher à l'automobile, et c'est aussi pour ça que j'ai eu cette idée de pouvoir vous inviter. C'est que la particularité, là je me tourne vers Lauriane pour te laisser intervenir, c'est que la rue est devenue piétonne. Est-ce que ça a changé ta vie quand tu vas travailler? Est-ce que tu arrive entre Elle rêvait d'une rue piétonne, elle l'a eu. Je suis foyalaise, donc je marche régulièrement. J'ai toujours marché à pied à Fort-de-France, donc ça m'a pas... Pour habiter à la rue Garnier-Pagès, c'est vrai que ça change de ne pas avoir de voiture dans la rue. Déjà, il y a une meilleure ventilation, tout simplement. Il y a plus de vent et c'est plus agréable d'être dans la rue. Ne serait-ce que pour les personnes qui passent, de marcher, de voir toute la rue dans sa globalité, c'est très agréable. Et aussi au niveau sécurité, en fait, on voit tout ce qui se passe dans la rue. Il n'y a personne qui est caché derrière une voiture. Là, actuellement, on est parti du patio. Actuellement, il y a des enfants qui courent dans la rue, qui jouent. Il y a des gens qui jouent aux échecs. La vie revient, c'est vraiment un lieu de vie incroyable. Et c'est vraiment agréable, même pour les habitants qui trouvent aussi, certains, ils sont vraiment contents de ce lieu. Parce que ça ramène du monde et aussi, ça fait plaisir. Et ce projet a permis aussi à tous les habitants et aux voisins de se rencontrer. Et maintenant, on a tissé davantage de liens avec les personnes qui habitent dans la rue. Pour certains, et c'est très agréable en fait. On marche, on se rencontre, bonjour, ça va, comment vas-tu? Ah tiens, on a besoin. Il y a une espèce de coup de main aussi qui s'est mis en place de dans solidarité. La rue. Exactement. Donc cette piétonalisation a été. Et il n'y a pas une demande, un besoin maintenant de se dire attends, ça serait pas mal que ça reste comme ça. Je dis pas au niveau des peintures, parce que ça peut être amené à évoluer sur d'autres projets, mais de personnes qui diraient pourquoi pas. Oui, totalement, parce que la photo en elle-même court déjà sur les réseaux sociaux, au niveau des touristes et autres, et de par le monde, c'est une rue qui va sûrement être connue. Donc, est-ce que la mairie de Fort-de-France elle-même n'aurait peut-être pas une petite idée, ou peut-être instillée par vous, de pouvoir garder cette rue de façon définitivement piétonne, parce que ça peut être aussi un fort attrait touristique? C'est vrai que depuis 5 ans, la mairie voudrait péatonaliser la rue parce que en ce moment, c'est un cul-de-sac avec la rue piétonne de la République, etc. Ouais. Mais c'est vrai que nous, comme Habiter Association, on voudrait faire une expérimentation. On voudrait poser des questions pour la convivialité urbaine. Et toutes les questions, ils sont en train de sortir. Il y a des voisins, il y a des commerçants, bien sûr, qui disent la rue doit être piéton, mais chiffre d'affaires dans une semaine seulement qu'on a l'inauguration est en train d'augmenter. Il y a des sortes de voisins qui, bien sûr, c'est plus compliqué d'arriver jusqu'à si tu as des choses que tu dois amener chez toi, bien sûr, etc. Tout à fait. Donc ça, c'est la convivialité qu'on voudrait créer, les conflits positifs. Et de se poser des questions, et peut-être dans 3 semaines, quand la péatonalisation éphémère va s'arrêter, on devrait faire une autre réunion et voter et dire on veut continuer, on doit s'arrêter ici, etc. Aussi, la ville de Fort-de-France, ils ont été à l'inauguration et le projet, c'est pas de la ville de Fort-de-France, c'est d'Habiter Association avec un financeur que c'est Action Logement, un financeur privé. Mais on est très content aussi des résultats et de la réponse de la ville de Fort-de-France pour ce projet. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de discussion pour péatonaliser pour toujours la rue, et c'est pas le but du projet. C'était pas le but fondamental du projet. Pour terminer, à quoi on peut s'attendre dans les prochains mois? Alors, les prochains mois,
Repeindre la cathédrale en rose. Non, déjà. Non, là, on va s'intéresser davantage aux cours intérieurs et aux toits terrasses et à ce qu'on peut faire en fait dans ces cours intérieurs et toits terrasses. Comment on peut aménager nos cours, nos toits terrasses. Et là, ce seront les architectes qu'on a sélectionnés récemment qui vont réaliser des projets. Et les projets qui vont être réalisés seront visitables et visibles pour la population. Et pour tous ceux qui possèdent un bâtiment qui souhaitent acheter à Fort-de-France, ils verront la possibilité d'aménager ces lieux. Et surtout, c'est payant, c'est eux qui payent. Comment ça se passe? Oui. Les propriétaires des bâtiments. Ceux qui auront leur projet sélectionné, la phase travaux sera payée par l'association. D'accord. Par le projet. On retrouve l'ensemble des informations sur le site, sur les réseaux sociaux, Patio 19, Habité, enfin il y a vraiment l'ensemble de vos profils. D'ailleurs, je salue l'un de vos, on va dire, de vos travailleurs émérites qui est un chien et qui s'appelle... Dakar. Voilà, j'ai trouvé ça tellement mignon. Mais non. Super, on peut vraiment applaudir Léonore, merci de cet entretien. Oui. Alors c'est très important que vous soyez là tous les deux. Tu vas nous rappeler les prénoms de nos deux Lauriane amis. Et David. Voilà, Lauriane et David. C'est très important Lauriane et David parce qu'il y a aussi quelques critiques qui fusent sur les réseaux sociaux. Moi je me suis intéressé un petit peu aux contradicteurs. Et donc il y avait des informations qui circulent sur les réseaux sociaux en disant oui, mais pourquoi on a fait appel à des gens étrangers pour venir faire des décorations sur les villes de Fort-de-France? On aurait pu faire appel aux architectes locaux. Et donc Lauriane, c'est une bonne idée d'être là ce soir, parce qu'on voit bien que le projet est multiculturel et que vous avez fait appel bien sûr à tous les gens disponibles, avec cet appel en plus aux architectes locaux. Donc ça répond finalement aux gens qui n'ont pas toujours l'ouverture d'esprit nécessaire. Vous sélectionnez le projet avant de sélectionner l'origine, on est bien d'accord? Oui. Bon, les artistes qui sont intervenus la Russe, on a des artistes espagnols, mais sont des artistes et architectes, donc ils avaient une approche plus proche avec nous. Et aussi parce qu'ils sont reconnus internationalement aussi pour les Nations Unies pour ce type de projet de développement urbain avec la population, avec les voisins, etc. Et on doit dire simplement qu'à Habité, on a fait jusqu'au moment 14 expositions culturelles d'artistes martiniquais sur l'architecture et l'urbanisme au Patio 19, et on travaille toujours avec des artistes locaux et seulement qu'on travaille aussi avec la coopération internationale. Merci beaucoup. Oui. Alors on peut donc applaudir Éléonore pour cette chronique. Non, mais Jean-Marc, parce que les auditeurs et auditrices ne voient pas, mais on a le chef, qui fait des petits signes, alors on se demande... En tout cas, c'était une très bonne idée, parce que c'est vraiment le lieu qu'il faut fréquenter en ce moment, c'est clair, on vous encourage à y aller, et on vous rappelle que c'est un projet multiculturel, multisocial, multiéconomique, pluridisciplinaire, et que la culture, c'est un peu comme la peinture. Quand on mélange différentes peintures, on obtient une couleur à la fin, celle qu'on a espérée. C'était très beau ça. J'ai cru qu'il allait dire autre chose, ma grand-mère disait autre chose, mais ça va. Non, je suis très clean. Merci à Vali aussi qui a participé finalement quelque part activement à tout ça, parce que... Oui, mais tu fréquentes quoi, voilà, tu fréquentes le Patio 19. Oui, mais même d'un point de vue si on veut te retrouver la semaine prochaine, on peut te retrouver au Patio 19. Oui, par exemple. Léonore aussi. Non, mais voilà. Allez, tous ceux qui ont voulu entendre n'ont entendu. Merci, on fait une petite pause publicitaire. Merci à vous, on peut les applaudir bien fort. Merci d'être venus. Revenez dès que vous voulez, quand vous avez un projet bien sûr nouveau, n'hésitez surtout pas. Voyez avec Éléonore, vous revenez avec plaisir. On fait une petite pause publicitaire. Allez, vous êtes de retour avec grandautomobile.fr sur Maxi Martinique. Nous sommes à l'hôtel Batelière et vous êtes déjà depuis un petit moment avec les expertes et les experts automoto de la bande AGM. On peut les applaudir bien fort. Merci à Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane. Merci à Joe Magazine. On est de retour dans l'émission et volontairement tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé de notre invité second aujourd'hui, qui est quelqu'un de très important en Martinique. Je vais vous dire pourquoi. Et nous recevons Daniel Dubois, dit Don Shorty. Donc Don Shorty, d'accord. Et ce monsieur en face de vous que vous découvrez, il est pianiste. C'est un excellent pianiste. Il est arrangeur et producteur musical. On devrait toujours avoir des instruments dans cette salle. Ah, on devrait toujours avoir la bouche et... On reçoit tellement de musiciens. Alors, je vous pose une première colle. Vous le voyez là où il est en face de vous. Je vous pose une première colle. Quand on va dans son studio, moi j'ai eu la chance d'y aller, il y a un disque d'or juste au-dessus de sa tête quand il travaille avec son piano et puis avec ses... Alors voilà. Donc
Quel est le disque d'or qu'a Shorty au-dessus de sa tête? Tout ça pour, allez, on va dire Ça quoi? commence par Un un voyage pour deux. Ça finit par un H. Alors, donc, qui ça? On n'a pas entendu? Kalash. Et attention, entendu? Oui, Kalash. Kalash. Et oui, Kalash. Entre autres, bien sûr. Hein. Entre autres. Mais je vous parle un petit peu de lui. Donc, écoutez, il est né le 24 avril 1987. Donc, il est connu sous le pseudonyme de Don Shorty. C'est un pianiste, je vous le dis franchement, talentueux et j'en ai fait l'expérience. À l'âge de 5 ans, ses grands-parents, Daniel Dubois et Lina Dubois, inscrivent Don Shorty dans une école de musique où il apprend le solfège. C'est à 8 ans qu'il débute le piano. Grâce à ses différents apprentissages, il écoute la musique avec une oreille particulière. Tu es allé sur Wikipédia, toi. Ah, t'as vu ça un peu? C'est bien. Arrivé au lycée, il a commencé à toaster avec d'autres artistes comme Mita Perry. Mista Perry, voilà, je me trompe pas, oui, c'est moi qui me trompe, Mista Perry, pardon, au sein du groupe MSC. Madinina Source Crew. Alors, tu peux nous en parler un petit peu de ce groupe, justement? En fait, ça remonte effectivement aux années collège-lycée. C'est des petits groupes comme d'hab, à la récré, on se rencontre sur les ajoupas, on fait des petits clashs. Même pendant les cours, on écrit des rimes. Et vu que moi, j'avais déjà l'approche musicale depuis tout petit, donc j'étais au devant de la scène aussi. Lors des élections de YRN du lycée, lors de certaines prestations, on était là, on faisait. T'es tombé dedans en fait, quoi. Je suis tombé dedans, en vrai. Pendant que j'apprenais à lire une partition aussi. Oui, parce que entre le piano, quand tu as commencé, tu devais être plus sur du classique. C'est vraiment le côté très traditionnel pour faire progresser. Ça doit pas être aussi facile pour un petit garçon d'assumer tu fais du piano. C'est parce qu'il y a de plus fun quand on est jeune. Effectivement, contrairement à beaucoup d'autres jeunes de mon âge, moi j'y ai pris goût. Et du coup, pour moi, il faut dire aussi qu'on était un petit groupe de jeunes. Il y avait des jolies filles aussi là, donc ça m'a motivé aussi à rester. Et puis un pianiste. Voilà, et en vrai, vu que j'avais déjà cette approche du piano, cette approche même de la musique, parce que j'ai fait, avant même de toucher au piano, j'ai fait du solfège, donc tout ce qui est rythmique, harmonique, c'est en moi. Donc c'est vrai que pendant que d'autres s'ennuyaient ou bien faisaient des bêtises, mais moi je faisais de la musique, quoi. Et comment t'as bifurqué dans la réalisation? Parce que t'aurais pu très bien aussi être, alors tu l'as peut-être fait dans ta carrière, accompagner des artistes, faire des tournées, faire un album solo à toi. Ça c'est maintenant, mais effectivement, quand on est petit, on fait déjà des prestations, on appelait ça des auditions. Donc effectivement, j'avais 8 ans, 9 ans, je jouais déjà dans les cantines municipales ou bien même l'Atrium quand elle venait d'ouvrir. Et c'est vrai que pour passer de l'école aux scènes, c'est-à-dire que j'étais aussi très passionné d'informatique, je le suis toujours, donc j'ai fait mon studio très rapidement. J'étais au collège, donc j'avais déjà tout l'équipement. T'es autodidacte en partie. En fait, mais on se trompe pas quand même. Tout ce qui est studio, oui. Ouais, on se trompe pas quand même parce que donc il y a eu l'obtention de son baccalauréat scientifique avec spécialité mathématique. Donc je veux dire, on peut être dans la musique, on peut être dans l'art, on peut partir en live, c'est le cas de le dire, mais on peut aussi avoir une base quand même et avoir une étude. Vu que les parents s'attendaient surtout que j'ai un bagage. Fais d'abord ton bac, voilà, comme tous les parents, d'accord. J'ai tenu à obtenir ce bagage de façon à ne pas avoir à regretter après. Mais une fois que le bagage a été obtenu, je me suis dit maintenant je fais ce que je veux, quoi. Et j'ai fait de cet art mon métier. Ton métier. Alors justement, donc c'est les différentes connaissances acquises au fil des ans finalement qui t'ont fait arriver à créer un. En fait, déjà vu que j'avais déjà mon activité, parce que j'ai fait mon studio, de fil en aiguille, j'ai eu de meilleurs, on va dire, de meilleurs équipements. Et c'est vrai que c'est avec la rencontre d'artistes qui avaient besoin de pianistes pour leur concert que là, j'ai vraiment touché au live. Effectivement, avant, c'était à la maison, je faisais des instrus, je faisais enregistrer des jeunes à la maison. Même moi, je chantais avant. Donc, mais c'est vrai que à force de faire des gens enregistrés, j'avais même plus le temps d'écrire mes propres sons. Et puis surtout que au lieu de me fatiguer à écrire un son, essayer de le faire sortir, je faisais des gens poser, ils me payaient. Donc, c'était bien, quoi, c'était confortable. Voilà, c'était plus rentable. Et c'est vrai qu'une fois que des artistes ont dit, mais attends, tu joues au piano aussi, viens faire un coup pianiste, pourquoi pas. Et effectivement, vu que cette approche, je l'ai depuis tout petit, c'était beaucoup plus facile pour moi. On peut t'entendre sur quoi, par exemple, au piano? Un exemple de morceaux sur tous les morceaux qui sont sur ma chaîne YouTube, par exemple, ce sont des compositions de moi. D'accord. Elle apparaît sur la vidéo, la chaîne. Voilà. Donc, Don Shorty Production.
Et donc j'ai un site internet aussi, donshortypod.fr, sur Facebook aussi, Daniel Don. Et voilà, c'est tout ce qui est, par exemple, bon, je sais pas moi, dernièrement, il y a eu un morceau de Sahel avec Max Telef qui s'appelle Anti-Paradise. C'est une composition que j'ai co-composée avec Kevin Torres, qui est un guitariste. Et donc c'est une compilation qui va bientôt sortir. C'est un one redeem, ça veut dire que c'est un instru, il y a plusieurs artistes qui posent dessus. Donc il y a Easy Kenenga, il y a Jocelyn Bewar, il y a Orlan, il y a pas mal d'artistes de divers horizons qui ont posé sur cet instru reggae. Alors, il y a 18 ans déjà, ça passe. Hein. Ton premier studio, un home studio. Blanche. Ouais, c'est ça. Hein. En fait, le premier studio, c'était tout simple. Hein. C'était autant des écrans cathodiques. Oui. J'avais mon écran cathodique, j'ai mis une serviette dessus, j'ai acheté un petit micro dans une grande surface, je pose dessus, puis les gars viennent poser. Et voilà. Et ils sont contents de la qualité, donc de fil en aiguille. Alors, qu'ils viennent poser, on peut dire ce que c'est ça veut dire quoi? Quand on dit ils viennent poser, c'est effectivement, ils viennent enregistrer leur voix. C'est ça. D'ailleurs, donc, ils viennent poser leur voix sur un son. Voilà, en fait, sur un instru qu'ils me fournissent ou bien que je peux fournir aussi, vu que je fais de la programmation. Et en fait, c'est ça, on dit enregistrement sonore. Après, il y a le mixage mastering. Donc, tout ce qui est mixage, ça veut dire c'est la capacité de pouvoir homogénéiser tous les instruments, chaque voix pour que ça soit audible, pour que ça soit que toutes les fréquences soient respectées, et le mastering pour que ça sonne de façon homogène avec les autres sons qui sont déjà commercialisés. Et avec toutes les connaissances que tu as, est-ce que tu transmets? Tout à fait. Puisque j'ai beaucoup de jeunes qui viennent chez moi pour faire leur stage, des stages d'ingé son, bien même de réalisation audiovisuelle, parce que je me suis lancé aussi dedans. J'allais y venir. Hein. Voilà. Bon, c'était une petite transition. Mais c'est vrai que moi, vu que... Mais t'as pas fait n'importe quoi en plus, hein, Politique Naï avec Champagne en particulier. Oui, tout à fait. C'est un de mes premiers clips. Ça, c'est toi. C'est sur mes premiers clips, c'est avec des petites caméras. Écouter. Et oui, je suis très volontaire et aussi impliqué dans la transmission. Puisque contrairement à beaucoup d'idées reçues, il faut que les jeunes trouvent leur voie et y aillent sans broncher. Il faut y aller. Il faut avoir quand on sent qu'on a un talent, qu'on a quelque chose, on se rapproche d'un producteur, d'un arrangeur potentiellement, un type comme toi avec un studio, et tu peux les aider vraiment à sortir quelque chose. Exactement. Parfois ils ont des idées au départ. Hein. Mais c'est ça. En fait, comme j'aime dire, même une petite idée peut être un grand projet. Bien sûr. Donc moi, c'est vrai que moi j'y étais tout seul. Même si j'ai effectivement demandé conseil à plus grand, je me suis renseigné sur les réseaux, tutos, tout ça. Mais la porte est ouverte pour les jeunes qui veulent se perfectionner ou bien même carrément embrasser ce domaine. Et dans toutes tes collaborations, est-ce qu'il y a un ou deux instants magiques que tu pourrais nous donner, quelque chose qui te vient comme ça à l'esprit, où tu dis « Ah, ce jour-là, ça a bouleversé ma vie » ou alors « j'ai pris du recul et je me dis ça le marquera à jamais ». Alors, c'est vrai que je vais vous donner ça sur deux aspects. Le premier aspect, c'est personnel et après, c'est au niveau collaboratif. Donc personnellement, c'est vrai que c'est depuis tout petit. Quand j'ai vu que je joue au piano lors d'auditions et puis que pendant que je joue, j'entends des gens fredonner dans la foule. Et il y a quelque chose que j'aime raconter, c'est une fois, je jouais à la cantine municipale du François, ma commune. Et après avoir joué, donc bien sûr, notre professeur nous disait, on avait toute la petite chorégraphie, quand tu sors, tu te lèves, tu vas devant les gens, tu salues. Et puis je me rappelle, donc c'était Stand Innovation. Ouais. J'avais joué des morceaux traditionnels. Parce qu'effectivement, comme tu disais au début, on te met dans le classique pour délier un peu les doigts, mais après, on m'a spécialisé dans le traditionnel, dans la musique créole. Et donc, j'ai joué Abandon, j'ai joué Serpent Meg. Et quand j'ai fini, tout le monde... Ovation. Et puis, je suis allé, j'ai salué. Quand je vais dans les loges, il y a la présentatrice qui me dit « Retourne !» Bis. Ça m'a marqué. J'en parle jusqu'à maintenant. J'avais 8 ans. Voilà, donc, excellent. Tout le monde avait arrêté d'applaudir. On était assis. Quand je suis retourné, et après, c'est effectivement, au point de vue collaboratif, pour moi, c'est une des meilleures consécrations. C'est Kalash. C'est une des collaborations qui m'ont été le plus bénéfiques. Parce que non seulement, on va dire, entre guillemets, je suis décoré avec disque d'or, disque de platine, mais aussi, c'est un exemple de dévouement et d'ambition, quoi. C'est-à-dire que... De don, finalement, aussi, non? De don de ta personne, de tes capacités, puis Voilà, c'est ça, c'est le don, et puis aussi, c'est le fait d'avoir cette capacité à parler musique, à
faire de la musique. À faire des arrangements finalement. Comme si je bois, quoi. Ouais, c'est ça. Et effectivement, Kalash, moi, l'exemple que j'ai, c'est, enfin, l'anecdote que j'ai qui me revient souvent, c'est que je me rappelle, on a commencé ensemble, donc on était toujours. Bon, moi, j'avais déjà fini avec le bac, tout ça, j'étais au campus. D'ailleurs, c'est là que j'ai fait mon premier studio, enfin, mon premier vrai studio, avec matos. Et lui, il avait une sonnée pour de bac le lendemain, mais la veille, lui, il est au studio jusqu'au lendemain. Il n'est pas allé au bac. Lui, il savait déjà que à l'école, lui, il veut être artiste. Et voilà, voilà, c'est deux un bon aspects-là. résultat. Ouais. Mais alors, si je peux juste vous demander, pour que tout le monde comprenne vraiment par rapport à Kalash, parce que c'est toujours un sujet qui peut percuter l'oreille, à quel niveau vraiment vous avez collaboré ensemble? Sur quel titre? Est-ce que c'est sur un album entier? Est-ce que c'est uniquement des parties? Comment ça se passe, justement, ce disque d'or? On a collaboré sur toutes les formes. Par exemple, par rapport au disque d'or, c'est sur l'album Chaos, où Bendo, le morceau Bendo, le morceau Danger, ils ont été réalisés chez moi. Mis à part les instrus qui ont été réalisés par DJ Ken et Pyroman, en fait, lui, il a fait peut-être facilement une cinquantaine de sons chez moi. Donc déjà, il y en a où, effectivement, il allait dans sa boîte mail, il récupère l'instru, il pose. Mais tout l'enregistrement, même des fois, pendant que moi, on écoute le son, pendant que je me roule mes affaires, lui, il écrit. C'est génial. Et il y a d'autres morceaux où, effectivement, j'ai fait l'instru aussi. Et par exemple, Policeman Relax, différents autres morceaux où c'est moi qui fais l'instru aussi. Donc il y a une vraie collaboration. Les chroniqueurs, là, est-ce que vous avez un morceau de, je pense à Kalash, là, tout de suite, que vous aimez particulièrement? Tombolo. Tombolo, parce que c'est le dernier déjà, mais Tombolo, parce qu'il a quelque chose de particulier. Ouais. Il a une vibe, il a quelque chose. Tu ressens, ouais. Ah ouais. Moi, c'est Badman Time parce que c'était une musique qui, avec mon coloc, c'est une des premières musiques ici que j'ai découvertes avec mon coloc. Ça nous motivait et ça nous redonnait de l'énergie, des fois, dans des petites journées down. Et toi? J'en ai plusieurs. Malheureusement, j'ai un cerveau de mouton, un vrai gruyère. Donc, il y a des morceaux dont je ne me rappelle pas les titres. Il y en a un que j'aime particulièrement, plus pour le délire, c'est le petit morceau de 2 minutes et puis qu'il a fait avec Killers. Mais outre ça, c'est vrai que la panoplie des morceaux de Kalash font que on peut difficilement en apprécier peut-être un. Il a tout un univers. Voilà, il a tout un univers qui vient à lui. Le personnage est mûr, voilà, il tout à est fait. vraiment réfléchi. Il est complet. Voilà, et puis c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui savait déjà qu'il serait là où il est là maintenant. Oui, et puis ça peut être, et c'est intéressant pour toi de travailler avec ce genre d'artiste, c'est que c'est très complémentaire selon ses morceaux. Ah oui, moi, totalement. celui que j'aime le plus, il est très calme, c'est Can't Live Without You, qui est vraiment, ce morceau-là, il me fout des frissons pas possibles, alors que ça n'a rien à voir, il est très spirituel. Il a fait ça à la maison. Eh ben voilà, tu vois, ça me fait tellement plaisir. Il y a plusieurs versions, il y a une version plus acoustique, une version reggae, et effectivement, oui, c'est comme on disait, c'est une vibration qui est palpable, quoi. Alors, moi j'ai une expérience avec Don Shorty qui est exceptionnelle parce que donc on travaille un petit peu ensemble pour tout vous dire. Poser ta voix, yo. Ouais, non, moi j'ai pas posé ma voix, c'est sûr. Je vous jure que c'est pas vrai parce que si ça arrivait, je pense qu'il y a une partie des gens qui quitteraient Martinique. On peut mettre en musique une fable, non? Il a commencé, mais mon Mac a commencé à chauffer. J'ai dit non. Non. Surtout pas. On peut tout faire, mais pas ça. Dans ce cas, il est professionnel, il sait. Bon, vas-y, non, mais l'expérience que j'ai avec lui, elle est plutôt sur un autre plan. C'est que si tu veux, sur un son, si tu veux, ce type-là, volontairement, je vous parle comme ça. Il vous dit ah ouais, il y a ce son-là, bah attends, regarde. Et il commence à jouer au piano. Et quand il commence à jouer au piano, il se passe un truc. Il y a un événement, je sais pas, il y a des petites filles qui volent tout autour. Vous étiez où? Parce que là, dans le studio en question. D'accord. Son studio. Toi, t'arrives comme ça dans un studio? Oui, parce que je suis avec des amis. Bon, d'accord, ça va parler de toi. Ça va parler de toi. On va parler de moi, c'est pas ça. Alors lui, en fait, c'est un auteur aussi. Ne le regardez pas. C'est un auteur. Et effectivement, il a fait appel à un interprète qui a l'habitude de travailler avec moi. Et c'est vrai que sur le Léon qu'il avait trouvé, c'est un auteur-compositeur aussi. Oui, compositeur. Il y a la musique, il y a la mélodie aussi. Eh ben, en écoutant Léon, et d'ailleurs je le fais souvent avec des artistes, en écoutant Léon, l'idée mélodique, eh ben, voilà, moi je vois quels accords qui vont avec. Je sais que c'est bon piano, on va mettre un petit violon par là. Tiens, on va commencer par faire la percussion.
Et puis c'est parti comme ça. Et comme il a dit, je suis parolier et auteur, donc c'est très compliqué pour quelqu'un qui n'est pas musicien, qui a quand même une mélodie, parce que j'avais quand même la musique en tête et tout. C'est quand même très difficile pour un musicien de transcrire ce qu'un non-musicien lui explique. Surtout si le non-musicien chante faux, quoi. Mais il m'a dit c'est ça, non c'est pas ça, 2 minutes après c'est ça. Oui, en plus moi je chante pas spécialement juste. Et en plus j'ai chanté ma chanson, parce que c'est moi qui en avais l'air. Donc moi qui chante, je te jure, ça donne pas grand-chose, hein, ça donne envie à personne. Hein. Mais lui justement, il a des doigts magiques, il a bien sûr le côté musicien exceptionnel qu'il a. Et je le dis parce que c'est vrai, parce que les artistes qui sont autour de nous, ils le remarquent aussi. Et puis d'un coup, il te sort un truc au piano et ça devient magique. Il y aurait un artiste avec qui tu rêverais de travailler. J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais là. Il y a moi, mais il n'osera pas le dire. C'est pour ça, tu vois, c'était ça le lien. Avec qui tu ne rêverais pas. Non, en fait, pour moi, n'importe quelle personne peut être un grand artiste. Après, il suffit vraiment de le vouloir et d'avoir, on va dire, cette fibre. Parce que être artiste, c'est surtout avoir cette volonté de transmettre, de partager quelque chose. Et parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui s'estiment, il y a beaucoup de personnes qui s'estiment artistes, mais ils sont fermés sur eux. C'est clair que ce n'est pas les artistes à qui j'aurais un engouement au travail. Je vais quand même le faire, je suis professionnel. Mais c'est vrai que dès que, même si c'est un petit jeune, je sens qu'il y a on va dire, un dévouement, c'est pas une motivation à faire les autres, faire le public ressentir quelque chose, moi je vais mettre le même énergie que si c'est avec Rihanna ou bien Burna Boy. Et comment tu perçois ce dévouement chez un artiste tout nouveau, un jeune qui vient dans ton studio, qui a une mélodie, des paroles et qui souhaite transmettre quelque chose? Comment tu le ressens, toi? Déjà, moi, je ne vais pas vous mentir que je suis assez spécial au niveau des thèmes, tout ça, parce que moi, je ne vais pas admettre, je ne vais pas laisser non plus quelqu'un dire n'importe quoi dans mon micro. Et par contre, donc du coup, premier critère, c'est la conscience du message. L'intégrité. Voilà, l'intégrité, la conscience du message. Il faut vraiment que la personne ait quelque chose d'intéressant à transmettre. Donc dès que ça part déjà d'une intention de conscientisation, de permettre à la personne qui écoute le morceau de grandir spirituellement, déjà là, il y a déjà un plus. Donc, du coup, faut qu'il y ait un sens. Voilà, il faut qu'il y ait un sens. Donc déjà moi, du coup, je l'oreille, mets déjà, je pense, non? Je mets un intérêt dessus. Shorty, l'oreille peut-être, non? Voilà, après c'est-à-dire que oui, de toute façon, l'oreille, c'est l'outil qui permettrait de recevoir. Et après, je regarde effectivement si la personne force ou pas. Et d'ailleurs, comme tu disais, l'intégrité. Parce que si quelqu'un est en train de forcer, ça se ressent. Et ça se ressentira lors des prestations, encore plus. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est le côté conscient. Ça, c'est important pour moi. Sinon, je dis à la personne, bon, mais il y a tel studio, si tu veux faire caca, pipi, machin, on va voir ce studio. Excellent. Mais après, il y a ça, donc le côté conscient. Et après, c'est vrai qu'au niveau talent, voilà, là, après, ça se remarque tout seul. Moi, bon, je ne suis pas du style à avoir des frissons, tout ça, tout de suite. Je ne suis pas très frileux, machin. Je ne suis pas fragile. Mais c'est vrai que... Tu es habitué aussi. Voilà. Mais c'est vrai que je ressens chez l'artiste qu'il y a quelque chose. Et, en fait, c'est pas très facile à expliquer. Mais tu n'as jamais été tenté de partir à l'étranger? Tu as voulu rester en Martinique? En fait, pour moi, je suis tellement fier de mon île. J'ai tellement envie de développer mon île, de développer dans mon île que... Beaucoup de personnes même me disent, tu aurais pu aller plus loin si tu étais parti, tout ça. Ouais, mais bon, après, moi, j'ai jamais fait plus de 2 semaines en France, par exemple. Ouais, mais après, il y a du boulot, quand même. Faut dire les choses aussi, il y a du boulot quand même. Voilà, c'est ça, j'ai du boulot. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas quoi faire. Moi, depuis petit. Ouais, c'est un vrai bon studio. D'ailleurs, justement, je voudrais qu'on revienne, si tu es d'accord, sur ce que propose Don Shorty Production, finalement. C'est comme ça que ça s'appelle, Don Shorty Production. Oui. Donc tu me dis si j'ai tort, session studio recording. Donc, c'est du studio classique. Tu viens, tu enregistres ta voix, ton son, tu poses. Mixage, mastering, donc. Arrangement sur phase B. Oui, par exemple, si la personne a un instrument et veut rajouter un violon, bien elle veut changer quelque chose, on peut faire ça. C'est toi qui gères ça, d'accord. Le beatmaking sur mesure. Alors, beatmaking, le beatmaking, c'est exactement ça, c'est la composition d'instruments. C'est moi ça. Et sur mesure, c'est un peu ce qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que... Moi, j'étais avec Batman, pardon. Battmaking, je suis trop fort. Il n'est pas prêt pour l'Espagne. Il écrive. En plus, je parle très bien anglais. J'ai un très bon accent. Qu'il écrive, mais qu'il ne parle pas. Et en français.
Non, c'est ça, beatmaking sur mesure. Et d'ailleurs, c'est un peu mon dada, quoi. C'est comme tu fais, ça veut dire que la personne a même une petite idée. Tac, tac, hop, tu bosses. Et on fait sur et mesure. ça marche. Réalisation audiovisuelle. Voilà, tout à Toujours fait. chez Pour toi. moi, après avoir fait de la musique, je me suis dit il faut mettre de l'image à la musique. Et de façon autodidacte aussi. Pas moins que la musique, puisque la musique, effectivement, je suis tombé dedans depuis tout petit, mais la réalisation audiovisuelle, c'est vraiment par cette volonté de mettre l'image sur le son. J'ai pris un appareil, j'ai commencé. Moi, toi, comme je connais bien tout ce qui est technologie, tout ça, le cadrage, tout ça, c'est facile à comprendre. Tout à fait. Et voilà, après l'acquisition de matériel, drone, tout ça, stabilisateur. Voilà, c'est ça. Quand on est passionné comme toi, qu'on a autant d'énergie, tu as un entourage compréhensif. Ils sont obligés. Même les parents. D'ailleurs, je vous donne une petite phrase que mon père aime dire souvent. Bon, c'est en créole. M'a dit ti bougla apprendre leçon, iton bayo son. D'accord. J'ai dit au gars d'apprendre les leçons, il a entendu donner du son. Ouais, donneur du son. Il n'a pas compris que c'était des leçons. Je lui ai montré que j'ai quand même eu les diplômes et puis voilà, maintenant je donne du son. Oui. Alors tu fais pas que ça, tu fais aussi, c'est pour être ridicule jusqu'au bout, du shooting photo, c'est ça? Oui, du shooting photo, effectivement, ça reste toujours dans la même catégorie réalisation audiovisuelle. Du coaching artistique. C'est important pour parfaire, on va dire, l'art. Et de la distribution physique et digitale. Ça, c'est important aussi pour pouvoir enfin essayer de gagner un peu d'argent. C'est quand même un peu le but aussi, quelque part. Si vous êtes d'accord, on va applaudir très très fort Don Shorty. Merci à vous, merci d'avoir. Franchement, si vous avez de la musique à réaliser, si vous avez des petites idées, si vous vous sentez un peu calage sur les bords et je sais pas moi, Dalida sur les hauts ou les bas. T'as oublié une activité, live band. C'est-à-dire que je suis aussi propriétaire d'un groupe de musiciens pour s'il faut faire des prestations, que ce soit privé, en live Royal directement. Dance. Ok. En live, donc voilà, je suis pianiste, mais il y a aussi guitariste, batteur, bassiste, choriste. Et d'ailleurs, on sera bientôt en prestation sur des scènes dans le pays. Okay. Un type qui est vraiment connu sur la Martinique de tous les musiciens et d'ailleurs parce qu'il n'y a pas qu'ici, il y a d'autres musiciens aussi ailleurs qui font appel à Don Shorty. On peut l'applaudir bien fort si vous êtes d'accord. Merci de ta venue. On fait une petite pause publicitaire. À tout de suite, on continue. Allez, on est de retour sur le plateau de Maxi Martinique avec grandautomobile.fr. Ça rigole, hein. En off, je vous dis pas, on perd au moins 1 heure à chaque fois avant de revenir vers vous. Alors, on est super heureux parce qu'on est à l'hôtel Batelière, vous le savez maintenant, toutes les semaines le vendredi soir à 19h. Et vous êtes avec les expertes et les experts automoto de la bande AJM. On peut les applaudir bien fort. Merci à eux. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Joe Magazine, merci à Speedy Martinique. Nous avons le plaisir ce soir de vous présenter donc 2 invités que nous présentera donc justement Jimmy dans un petit moment. Mais avant cela, on voulait vous parler de quelque chose d'important, surtout Andrea. Exactement. Et on revient sur l'automoto. Heureusement je le redis dans l'émission, heureusement qu'on a cette chroniqueuse qui nous ressemble sur notre métier de base. Voilà. Même si Jimmy, c'est l'incarnation de la invite carrément des gens de l'automobile. chaîne. Mais Andrea va nous parler d'un vrai souci, d'un vrai problème, c'est le trafic de compteurs automobiles. C'est ça, exactement. Donc c'est vrai qu'avec toutes les nouvelles technologies et la société d'aujourd'hui, on pourrait se poser la question de est-ce qu'il est encore possible de trafiquer un compteur kilométrique pour un véhicule aussi bien thermique qu'électrique. Donc c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser et je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais effectivement, malheureusement, il est encore possible de trafiquer tout ce qui est compteur électrique. Alors pourquoi c'est un problème ? Pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'aujourd'hui, le marché de l'occasion est en plein boom. On le voit depuis ces dernières années, ça prend vraiment beaucoup d'ampleur et c'est surtout sur ce marché-là que l'on retrouve beaucoup de problèmes aux compteurs kilométriques. Donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte en 2021, la dernière enquête qui a été réalisée par AAA Data, donc c'est la dernière enquête qui a été effectuée, on s'est rendu compte que 6 millions de voitures d'occasion, donc c'est vraiment énorme, ont changé de propriétaire en France. Donc on le voit vraiment, le turnover au niveau de l'occasion, à quel point il impacte le marché. Et on se rend compte qu'il y a une hausse de 8% par rapport à 2020. Donc le marché ne cesse de croître.
surtout en Martinique aussi. Il faut savoir qu'au moins 600 000 voitures d'occasion, aujourd'hui, feraient l'objet d'un compteur trafiqué. Donc, c'est quand même énorme. Ça veut dire 600 000, que c'est beaucoup, ouais. 600 000 véhicules seraient vendus chaque année avec un compteur trafiqué. C'est énorme. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on commence à se poser des questions de qu'est-ce qu'on fait. Comment on fait pour se protéger de cette arnaque ? Comment on fait pour... Alors, bien évidemment, il y a certaines astuces qui sont connues et sur lesquelles on arrive un petit peu à prévoir, mais on se dit comment c'est possible. Et surtout, aujourd'hui, on le retrouve beaucoup sur les véhicules électriques, qui aujourd'hui prennent de plus en plus de place et qui sont sujets à beaucoup de compteurs kilométriques trafiqués et aussi de véhicules accidentés, parce qu'on ne parle pas assez de ça, mais on se rend compte que beaucoup de véhicules sont des véhicules accidentés. Et là, ça pose problème, notamment au niveau des assurances. Donc, et la sécurité, bien évidemment, c'est surtout le point culminant de ouais, puis tout le fait ce que tu problème. fasses arnaquer aussi, quoi, quand même. Ah, il y a l'aspect financier aussi. C'est facile de trafiquer, justement. Comment ils font ? Mais justement, c'est vrai que... Je le fasse sur ma... Donnez-moi la méthode, s'il sur vous ma plaît. Merco. En fait, Éléonore, elle a une voiture. Depuis le début, je la connais depuis un petit bout de temps déjà. Son nombre de kilomètres, c'est 13. C'est bizarre quand même, non ? Donc, attends, va nous dire. Andrea. Non, mais alors, il y a plusieurs techniques. Alors, je ne suis pas experte dans ce domaine, mais en fait, aujourd'hui, il y a tout est digitalisé. Les compteurs sont digitalisés et en fait, il suffit de se procurer les outils nécessaires pour faire des mises à jour des véhicules. Donc, ça peut être en garage, ça peut être tout simplement via des experts de l'automobile, que ce soit des garagistes. Toi tu laisses Andrea parler ou l'autre pointe du doigt? Parce que toi, tu as exactement Pourquoi ce Jimmy qu'Andrea... d'abord ? Pourquoi Jimmy il a un d'abord ordinateur. mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne avec les bons outils est capable de trafiquer un compteur kilométrique. Et ce qui permet de faire gagner de la valeur à la voiture, exactement, c'est ça. c'est justement pour ça. Qui dit kilomètre au compteur dit décote et baisse du prix de vente. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on trafique le compteur kilométrique. C'est exactement pour cette raison-là. Donc aujourd'hui, il y a quelques petits conseils et astuces pour essayer de limiter justement cette arnaque. Et on va dire que la première aide, qui est quand même assez récente, qui a été mise sur le marché et qui est encore assez méconnue du public, même si ça commence vraiment à rentrer dans les mœurs et les mentalités des personnes, c'est le ministère de l'Intérieur qui propose un service nommé Listovec. Alors il y a certaines personnes qui connaissent, certaines personnes qui connaissent absolument pas. En fait, c'est tout simple, c'est un site internet que l'on peut trouver à disposition de toute personne et qui est gratuit. Donc tous les sites qui proposent un paiement pour obtenir les résultats, c'est faussé. Il n'y a absolument pas besoin d'obtenir... on peut obtenir les informations sans paiement. C'est un site qui liste les informations de la carte grise, les relevés kilométriques réalisés depuis tous les contrôles techniques du véhicule. Donc en fait, c'est la carte d'identité du véhicule avec les antécédents, s'il a été accidenté, quel accident, quelle réparation il a subi, quand, où et comment. Donc en fait, c'est vraiment l'historique même, d'où le nom Listovec, que l'on peut retrouver. Et ça permet justement, au-delà d'avoir le certificat de non-gage que l'on a régulièrement à chaque vente, ainsi que le contrôle technique, mais qui ne veut absolument rien dire à part attester que le véhicule peut être assuré et qu'il roule normalement de manière sécurisée. Cet Listovec permet justement d'avoir une visibilité très claire d'où vient le véhicule et de ce qu'il a vécu pendant toutes ces années. Après, il y a des petites astuces aussi, comme le premier réflexe, c'est de prendre connaissance du carnet d'entretien, toujours demander l'historique avec les factures d'entretien et justement regarder aussi l'usure. Alors, il y a certains témoins au niveau des joints de la portière, au niveau des sièges, au niveau du pommeau de vitesse, qui peuvent paraître très anodins, mais qui sont très importants. Un véhicule qui a 150 000 km n'aura pas la même usure qu'un véhicule qui en a 15 000. Ça paraît tellement logique, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui s'embêtent pas. Ça paraît logique, mais c'est souvent des choses dont on ne prend pas assez le temps. Donc voilà, c'est vraiment certaines astuces et certains petits conseils, sachant que, j'insiste, aujourd'hui, les voitures électriques et thermiques sont toujours sujets à des risques d'arnaque. Alors c'est bien cette position juste à côté de moi, parce que comme elle ne me regarde pas, du coup, elle ne voit pas les petits gestes que je lui fais pour lui dire qu'elle est un peu longue. Donc ouais, mais c'est bien, tu t'es arrêté. Mais oui, c'est bon, il faut expliquer un peu. Je suis plutôt passionnée par... Ce sont des sujets tellement importants. D'ailleurs, c'est le cœur de cible de notre auditoire. Et puis, en fin de compte, on est aussi une émission principalement... Puis on est tous concernés. Parce que là, c'est pas que pour les passionnés, c'est que tôt ou tard, on peut acheter une voiture. Allez sur Listovec. Vraiment, j'insiste, allez sur Listovec. Ou pour les voitures électriques, les sites experts comme Trusto ou Expert VO qui permettent vraiment d'avoir
un historique très clair et lucide de la voiture. Super. Alors moi je connais Patrice Hilaire qui est invité par Jimmy Thomer, il n'est pas venu tout seul, tu vas nous en parler. Champion de run en 2022 en Guadeloupe, il est infirmier de profession, voilà, il est là, infirmier de profession. Eh bien on passe la parole à... Merci d'être venu, ça nous fait super plaisir. On a un petit peu de retard ce soir en plus, donc ils ont été patients, ils ont été charmants franchement. Patients, oui. J'espère que ça va payer, hein. Alors Jimmy, pourquoi oui. pas Bah oui, parce qu'ils peuvent peut-être avoir des nouveaux contrats, je sais pas, des nouveaux sponsors. On va faire appel aux sponsors ce soir pour les runs. C'est important. C'est le but, histoire de faire connaître un petit peu plus la discipline. J'ai décidé de les inviter déjà parce que j'ai eu vent et j'ai vu le reportage qui a été fait d'eux sur la chaîne locale ATV il y a quelques jours pour présenter un petit peu Patrice, qui est infirmier de sa profession. Michael Laconin qui est un petit peu son préparateur mécanique, puisqu'on va parler de run automobile, de départ arrêté. Michael Laconin qui est à la tête de la société LMD Motoring. Voilà. Et donc pourquoi j'ai souhaité inviter Patrice et Michael, parce que ça m'a interpellé de voir que la chaîne d'information locale puisse faire un reportage sur toi, sur ta passion, sur ce que tu aimes faire dans cette activité sportive. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a amené à concourir, à participer à ce qu'on appelle communément les runs, c'est-à-dire le départ arrêté. Les courses de départ. Tu vas répondre, hein, c'est un problème. Il faut quand même juste expliquer un tout petit peu ce qu'est le run pour que les gens comprennent bien de quoi on parle. Alors le run, ce sont donc des courses d'accélération automobile. Sur 400 mètres. Sur 400 mètres. Voilà. Donc voilà, il y a un départ. Voilà, départ arrêté. C'est un départ, une arrivée sur 400 mètres et le chronométré. Avec un véhicule seulement ou deux véhicules toujours ? Deux véhicules toujours. Voilà, c'est juste pour que les auditeurs comprennent bien. Voilà. Donc maintenant, on te laisse répondre avec plaisir. On parlait de... Repose ta question. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est que Patrice puisse nous dire, et également aux auditeurs, ce qui l'a amené à cette discipline, à cette passion mécanique. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à cette passion mécanique ? Tout d'abord... Voilà, c'est pas, on fait ça en live, on remonte un peu le micro, c'est mieux. Voilà, Il est capricieux. Juste parce qu'on a un micro qui est directionnel, donc il faut qu'on soit bien en face. Donc tout est parti en 2015. On a rencontré nos amis ici présents avec nous. Donc le mécanicien, c'est ça, plus des gens qui sont hors plateau. Voilà, en back-office. En back-office, ouais. Qui ont été très patientes, merci à elles, ce sont des jeunes femmes. Donc en fait, ça a démarré avec un groupe de passionnés automobiles qui se prénomme TTR 972. D'accord. Donc TSI, TFSI, R32. Donc ceux qui représentent le groupe VAG. Voilà, les acronymes pour les marques de véhicules de la marque Volkswagen. Tout à fait. Voilà. Et donc on s'est dit, pourquoi pas partir officiellement à une course, participer, découvrir la discipline. Et donc ça s'est passé en 2019. Et par la même occasion, on a créé le groupe TTR 971 avec aussi des passionnés. Donc, mais de Guadeloupe. De Guadeloupe, voilà. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, si vous avez fait votre première participation en 2019, ça a été après avoir vu l'engouement qu'a eu le fameux Speedrun Mada, qui a été et qui reste aujourd'hui la première course d'accélération sur 400 mètres qui a été organisée en Martinique. Et ça s'est fait en 2016, donc ça date maintenant. Depuis, il n'y en a plus jamais eu. Alors qu'en Guadeloupe et dans les îles voisines, régulièrement, on va dire presque chaque mois, au moins, il y a des compétitions par année. Voilà, il y a des éditions organisées. Parce qu'il faut savoir aussi que les runs et les départs arrêtés sont sous couvert de la Fédération française de sport automobile. Donc ça veut dire une piste ? Donc sur une piste. Donc c'est une vraie discipline. Bien sûr. Une vraie discipline sportive qui est encadrée, qui est réglementée. Et tout le monde ne peut pas y participer n'importe comment. Et donc, par rapport à ça, vous avez donc décidé en 2019 de faire votre première participation. C'est ça. Et à partir de là, les résultats se sont enchaînés. Donc ça, c'est Guadeloupe, hein, on est d'accord. Ça, c'est sur la Guadeloupe. Vous faites une première compétition. Sur la Guadeloupe. Uniquement Guadeloupe. Voilà, nous sommes partis donc en 2019 en Guadeloupe. Ici, c'était surtout pour découvrir la discipline. On est sorti 3e. Excellent. Avec notre
avec la Audi RS3. Et ensuite, malheureusement, on a eu ce qu'on a connu la crise, cette crise Covid. Oui, bien sûr. Mais excuse-moi, je te coupe un instant, mais cette année 2019, elle a été à la fois terrible parce qu'on a été bien sûr bloqués tous, mais elle a été en même temps créatrice finalement. Il y a plein de gens qui ont créé, pensé, réfléchi, changé de vie. La destruction créatrice. Ouais. 2019 a été la naissance de 2020, etc. Enfin, bon, bref. C'est ça. Donc ça, oui, c'est bien, super. C'est ça. Et donc, on a décidé de poursuivre l'aventure en 2022, donc, qui a été très riche. Donc voilà. en 2022, après le Covid, vous avez décidé de repréparer un véhicule. On est toujours parti sur le même véhicule, on l'a fait évoluer pour obtenir ce résultat. Donc nous sommes sortis champions 2022. Et c'était pas trop frustrant là tous les deux pendant la crise Covid, vous étiez en train de vous voir, vous êtes proches, vous êtes des amis à l'origine? Oui. Non, ça prend du temps. C'est beaucoup de patience, du travail, des nuits blanches. Ouais, pour pouvoir préparer et revenir au niveau à la sortie de ce... Comme on n'a plus beaucoup de temps, on n'a que 5 minutes malheureusement, il faut qu'on essaie de comprendre comment ça marche en fait. Donc on a bien compris que le run c'était un départ arrêté. Alors la voiture maintenant, c'est quoi comme voiture? Est-ce que c'est une voiture de monsieur tout le monde? Est-ce que c'est une voiture qui est préparée? Je suppose qu'il y a un mécanicien qui est là. Est-ce qu'on peut mettre des éléments supplémentaires sur la voiture pour augmenter les capacités du véhicule en puissance? Comment ça se passe monsieur le mécano? En fait, notre véhicule c'est une RS3 400, donc 400 chevaux. Pour l'emmener à la puissance qu'on a actuellement, on a modifié tout ce qui est pièces internes, moteur, boîte de vitesse, châssis, intérieur. Ah oui, mais c'est vraiment une transformation vraiment pour le run, quoi. Pour le run. D'accord. Et comme je dis, ça a demandé du temps, du travail, des nuits blanches. C'est sûr. Alors donc il y a un pilote et il y a un mécano, donc ça veut dire que chacun a son job. En termes de pilotage, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour réussir un départ arrêté et arriver premier au bout des 400 mètres? Bien sûr, la voiture on l'a compris, mais le pilote, comment qu'il intervient? Qu'est-ce qui fait la différence entre les pilotes? Vous savez, dans un rallye, il y a des différences. Bon, il y a la conduite, il y a le toucher, il y a la façon dont on connaît sa voiture. Le pilote, c'est ce que moi je lui demande souvent, c'est la concentration. Concentration. Voilà. Son job, c'est t'accélérer, tu freines. C'est-à-dire, son job, c'est déjà de réussir son départ. C'est pas caler, par exemple, ou voilà. Le calage, non. Caler la voiture, non, parce que c'est une boîte auto. Oui, donc c'est très facile. Mais l'atout, en fait, c'est le départ. C'est le temps de réaction à la lumière verte. Et voilà, quoi. Donc au moment où la lumière rouge s'éteint et que la lumière verte s'allume, c'est ça? C'est le départ. C'est le moment en fait, c'est l'effet de surprise, en fait. C'est-à-dire si tu démarres avant ton adversaire, il est surpris, donc tu es sûr de finir. Et voilà, c'est ça. Et c'est ça l'enjeu, en fait. Et quand il part second, on peut quand même rattraper? Oui, ça c'est justement le préparateur, c'est ça, c'est le mécano. C'est lui qui fait la différence. Alors, outre ça, la raison pour laquelle je les avais invités, c'est qu'on puisse, malheureusement, le temps imparti sera toujours trop court quand on parle de ces sujets-là. C'était pour vraiment mettre en exergue le fait que cette discipline sportive, malheureusement, puisque c'est l'une d'entre elles, en Martinique, il y a aussi les rallyes, les courses de côte, c'est une discipline mécanique qui n'est encore pas assez connue, développée et surtout reconnue. On fait face parfois à des refus ou à des avis des a priori surtout, obtus et beaucoup d'a priori face à ce type de discipline sportive. Donc c'était pour montrer que des personnes passionnées, un monsieur lambda, Patrice est infirmier de profession, donc il a une passion qui est une passion mécanique. Donc ce serait bien qu'en Martinique, on ait enfin cette possibilité de pouvoir laisser s'exprimer les passionnés de sport mécanique, outre que le rallye et les courses de côte, afin de pouvoir... on a un souci, Jimmy, c'est la fameuse piste, je veux dire, encore une fois. On a un souci, c'est celle-ci. On égratigne effectivement le sujet de cette fameuse piste dont on a tant parlé depuis tant d'années et qui n'est toujours pas au goût du jour, qui apparemment est dans les cartons, sur les papiers, mais qui ne se concrétise pas par des actions réelles. Rappelle-toi que la semaine dernière, on a reçu donc, les gens de la moto, ils ont le même problème. C'est la même problématique. C'est la même problématique. Donc là, on se retrouve
on se retrouve avec des passionnés qui sont dans des secteurs d'activité professionnelle totalement différents. Michael Laconnet avec sa société, lui, est dans la mécanique pure automobile. Donc il a des clients qui sont de tout horizon, qui ne sont peut-être même pas intéressés par les courses automobiles, mais qui entretiennent leur véhicule chez lui. Dans leur association, il y a aussi un professionnel qui travaille avec des administrations et des collectivités publiques locales. Donc ce sont autant de personnes passionnées qui souhaiteraient pouvoir s'exprimer dans un cadre légal, réglementé. Bien sûr. Afin de pouvoir laisser s'exprimer leur passion. Ça empêche en plus les compétitions, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de compétition et vous êtes à la rue finalement, à part d'aller en Guadeloupe ou ailleurs. Parce que ça leur demande un surcoût. À qui il faut s'adresser alors? Il faut qu'ils partent en Guadeloupe avec leur véhicule, donc c'est un investissement, c'est des finances. À qui vous pouvez demander? C'est forcément une question politique, c'est une réponse politique forcément. Donc il faut aller faire à Haro auprès de votre député et puis demander à ce que... Après, une piste... Bon, c'est vrai que Jimmy l'a dit, une piste. Oui, on en a demandé une piste, mais en Guadeloupe, en fait, ils n'ont pas de piste. Ils le font sur un port sur deux. Oui, mais la Guadeloupe est plus grande et il y a des endroits qui permettent de le faire. Je vois à l'arrière de Gauzier, etc. Il y a des endroits presque, j'ai envie de dire, libres où on peut bloquer et voilà. Mais ici en Martinique, ça s'y prête moins. On a eu un retour. On a demandé une portion ça s'appelle comment, au diamant, à l'Écoto. Oui. Et par exemple, on peut utiliser cette partie-là et il y a la déviation. Juste après pour faire un dégagement. Voilà. Donc, c'est une question de sécurité aussi, finalement. Je comprends que les maires aussi aient des a priori, parce que s'il se passe un accident sur leur commune, évidemment, ça pose problème. Donc il faut que ça soit archi-réglementé avec des zones déterminées, en fait. Un peu comme les rallyes, où même si c'est ouvert, il y a quand même des pistes, c'est fermé, il y a des commissaires de route, il y a des commissaires de course. Forcément. Écoutez, je vous engage à revenir, parce qu'on a eu très peu de temps finalement, mais je vous engage à revenir peut-être après votre prochaine course. Vous revoyez avec Jimmy, comme ça on en reparle un petit peu. On pourra diffuser des images, ça serait sympa. Des résultats. Ce serait bien. Et on est... Ce serait bien de les revoir à nouveau pour en plus longtemps de parole. Et on lance un appel aux hommes politiques ce soir. À ce moment-là, si on peut avoir quelqu'un de la... Je vais nommer directement la CTM ou encore un administratif qui pourrait être invité. On va essayer de voir ça. Oui, pour voir comment on peut essayer de les aider, pouvoir puis dégrossir pousser un petit peu le tableau. Oui, pourquoi pas. On a de l'audience, les gens nous écoutent. Donc voilà, c'est important, mesdames et messieurs, les hommes politiques et les femmes politiques. C'est important d'aider les jeunes, parce que là, on a plein de problèmes sur les routes. On le sait depuis déjà de nombreuses années. On n'arrête pas de dire il faut une piste privée pour que les jeunes puissent s'exprimer, et pas que les parkings, parce que c'est pas suffisant pour laisser parler la mécanique. On vous engage vraiment à revenir. On vous dit merci d'être venu, d'avoir été aussi patient. Merci. Malheureusement, en radio, on a un temps, malheureusement. On peut les applaudir bien fort cette fois. Merci beaucoup. On rappelle donc qu'on avait Patrice Hilaire et Michael Laconnin, donc un pilote et l'autre mécanicien. Ils ont été champions de run 2022 en Guadeloupe. Donc bravo à vous. Donc un est vraiment mécanicien, l'autre est vraiment infirmier. Mais il est pilote. Et Martiniquais. Aussi comme et quoi. Martiniquais. Et on peut donc le dire haut et fort. Donc vous étiez avec grandautomobile.fr ce soir sur Maxi Martinique, comme tous les vendredis soirs. Nous étions à l'hôtel Batelière. Vous étiez avec les expertes et les experts automoto. Merci donc à Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à Joe Magazine. On peut applaudir Éléonore Théodos si vous êtes d'accord. C'est arrivé en avance ce soir. Vanny Lemouliec, qu'on peut applaudir très très fort, notre bretonne adorée. Jimmy Thomer, qui a reçu donc nos amis du Run. Andrea Tufano. On peut dire merci au Patio 19 Café Culturel et l'association qui va avec. C'est Habité, c'est ça, l'association. Voilà, donc tout le monde a compris qu'en ce moment, on parlait d'eux et il y a de quoi, parce que c'est vraiment une réalisation artistique, architecturale, on peut le dire, mais artistique aussi. Un espace culturel très intéressant à Fort-de-France. Je vous encourage à y aller. Vous allez rencontrer Vanny Lemouliec. Vous allez pouvoir boire un coup avec elle. En plus, elle offre l'apéro tous les jeudis soirs à partir de 19h. C'est adorable, merci. C'est open bar. Donc, donc merci bien sûr à Don Shorty, vous avez vu tout à l'heure, notre pianiste arrangeur et producteur musical, un mec vraiment génial. Et puis enfin, donc merci encore à Patrice Hilaire d'être venu avec Michael Laconnin pour et puis bravo surtout à vous, parce que vous avez été champion finalement de run sans éléments, avec votre savoir-faire, vos connaissances, vos capacités, votre voiture, vos capacités mécaniques, et vous avez été titillé des gens qui étaient en Guadeloupe. Et une petite information, nous détenons le record de la Guadeloupe. En plus le record de la Guadeloupe.
Ah ouais. 9,63. Classe. Bon. 9,63 au 400. On adore la Bravo. Guadeloupe et c'est vrai qu'en On est Martinique. obligé de produit, les réinviter. On est obligé de les réinviter, c'est Voilà. obligatoire. Pour le prochain record de la Voilà. Martinique. Tout le week-end, retrouvez le sport sur RMC Antilles et dès lundi matin, la matinale d'Apolline de Malherbe, suivi du Moscato Show avec Vincent Moscato. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine. À la Merci semaine encore. prochaine. Bye Ciao, bye. ciao. Ciao. Arrivederci. Si, bella.